BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, 19h30 en ce lundi soir, très heureux de vous retrouver. Et merci de nous suivre sur BFM Business pour Tech Co, la quotidienne, et bienvenue chez nous. Vous le savez, du lundi au jeudi, on est là, 19h30, 21h, et on parle tech, on débriefe l'actu tech ensemble. Avec ce soir, pour cette première de la semaine, eh bien, on va revenir sur cette boulimie d'investissement chez OpenAI. Alors bien sûr Nvidia, bien sûr Intel, bien sûr AMD, mais Broadcom, ça c'est tout nouveau, on va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi les contenus que vous regardez, alors soit en streaming, soit à la télé. Tous ces contenus ont un salon, c'est le MIDCOM 2025, qui a un invité surprise cette année, c'est l'intelligence artificielle. Et justement, on évoquera l'intelligence artificielle tout à l'heure, avec quelques startups qui ont de très bonnes initiatives justement pour fluidifier nos transports en commun. C'est plutôt pas mal, comme par exemple arriver à compter en fait tous les usagers qui prennent une ligne particulière, mais aussi, pourquoi pas aussi un chatbot qui pourrait répondre à toutes nos questions en temps réel. On en parlera avec nos invités tout à l'heure. Un grand merci d'être avec nous. Bienvenue, c'est parti pour Tech Co, la quotidienne. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech, j'espère évidemment. Pour débuter, vous avez passé un bon week-end et que le début de la semaine s'est bien déroulé. Un merci à vous aussi qui nous suivez peut-être dans votre voiture, dans les embouteillages, sur BFM Business en radio. Et puis, je salue aussi tous ceux qui nous écoutent religieusement en podcast, en replay, au sport. Le matin dans les transports, on sait que vous êtes très nombreux et on vous salue. Ce soir, pour débriefer l'actu sur le plateau de Tech Co, Claudia Cohen est là. Salut Claudia. Salut François. Claudia Cohen, journaliste chez Bloomberg. À tes côtés, Claudia, c'est Jean Schmitt qui est avec nous. Salut mon cher Jean. Bonjour François. Président et fondateur de Jolt Capital. S'il y a bien un fin connaisseur, eh bien... de l'écosystème tech, c'est bien Jean. Merci d'être là et de nous apporter de temps en temps ton éclairage sur tous ces sujets. Et puis Frédéric Simotel, bien évidemment. J'avais envie de dire notre maître à tous, mais par rapport à Jean, c'est peut-être un peu... Oui. Bon, il ne faut pas exagérer. Restons modestes. Frédéric Simotel, journaliste donc à BFM Business. Bon. On va commencer par cet abordage surprenant. L'État néerlandais qui a pris le contrôle du fabricant de puces électroniques Nexperia, qui est une filiale du groupe chinois Wintec. Nexperia qui n'est pas très très connu, il faut l'avouer, en tout cas du grand public. Et pour ce faire, le gouvernement a prétexté un risque de sécurité nationale. La loi du pays donc autorise ce genre de manœuvre sous certaines conditions. Les explications d'Erwan Maurice et on revient juste après. C'est une décision extraordinaire. Invoquant la loi sur la disponibilité des biens, le gouvernement néerlandais a mis sous tutelle Nexperia, l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs européens, autrefois néerlandais et détenu depuis 2018 par le groupe chinois Wingtech. En cause, selon l'exécutif, des manquements de gouvernance qui pourraient dégrader les capacités technologiques de l'Europe. Faux, rétorque le groupe dont le siège est situé à Nimègue. Il y voit plutôt des raisons géopolitiques, cette décision intervenant quelques jours seulement après la mise en place de nouvelles restrictions d'exportation de terres rares par la Chine. Wingtech appelle donc Pékin à défendre ses intérêts. En attendant, le président chinois du groupe est suspendu de ses fonctions de directeur exécutif jusqu'à nouvel ordre. Les Pays-Bas espèrent ainsi sécuriser les chaînes d'approvisionnement, spécialement dans l'automobile. En tout cas, cet événement ne donne pas matière à réchauffer les relations avec la Chine, car voilà aussi 2 ans que le néerlandais ASML n'exporte plus ses équipements de pointe pour fabriquer des semi-conducteurs, ce qui irritait déjà Pékin. Alors c'est un sujet un peu complexe et on se rend compte qu'après, on va dire, les tensions entre les États-Unis et la Chine, voilà maintenant que des tensions naissent entre l'Europe et la Chine. Cette histoire en est le parfait exemple. Fred, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est donc Nexperia, qui, comme je le disais, n'est pas très connu du grand public? Non, Nexperia, c'est marrant, ça vient de toute cette galaxie Philips au départ, puisque c'était... Comme ASML d'ailleurs. Comme ASML, et Nexperia appartenait à une entreprise qui s'appelle NXP, qui était elle-même issue de Philips, quand il y a eu tout ce démantèlement, non, mais ce départ par morceaux. Nexperia donc, a vécu sa vie au sein de NXP, puis un beau jour, NXP s'est recentré sur des domaines comme la santé. On ne voulait plus de ces composants un peu... pour l'électronique grand public, pour la voiture. Donc, elle a cédé cette filiale à un Chinois qui s'appelle Wingtech Technologies, qui sont au capital, mais la société est restée de droit néerlandais. Et ça, c'est important pour ce qui est en train de se passer. Parce que cette loi sur la disponibilité des biens, donc ce qu'a fait le gouvernement néerlandais, il s'appuie sur une loi. Ça aurait été une filiale
comme on peut imaginer, voilà, une branche du chinois, ils n'auraient pas pu le faire. Là, ils ont pu le faire parce qu'elle était de droit néerlandais. Et donc, même si son actionnaire était chinois. Même si l'actionnaire est chinois. Alors évidemment, comme l'a dit Erwan Maurice dans son reportage, voilà, et on va en parler parce que oui, c'est la guerre sino-européenne, les Américains, les Occidentaux, les risques de fuite de tous ces équipements, les risques de chaînes logistiques qui ne seraient pas approvisionnés. Mais ce que fait Nexperia, c'est des cartes électroniques. Pour certaines assez basiques, hein, ça peut être des transistors, ça peut être les cartes électroniques qui commandent les diodes. Vous savez, quand vous êtes dans votre voiture, parfois vous vous dites tiens, mets-moi tout en rouge. Bah voilà, ça a un petit composant qui entend. Bah ça c'est peut-être un composant que fait Nexperia. Donc c'est pas des GPU, hein, des grandes puces pour les. On peut faire l'analogie avec ST Microelectronics. Oui, voilà, c'est des mêmes, c'est des capteurs, mais voilà, c'est ce genre de choses, des processeurs assez basiques, mais quand même, il y a une capacité de production, il y a des innovations, il y a des brevets, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Ce qu'il faut voir derrière, c'est par rapport à ce blocage, que vont penser ceux qui travaillent avec... alors les Européens, ils sont... D'accord, hein, ils vont dire tiens, pour une fois qu'on ose faire ça. Il y a une espèce de sursaut de souveraineté. Mais derrière, les Chinois ne sont pas contents. Et puis je pense qu'il y a même d'autres clients à travers le monde qui vont dire alors si c'est des clients occidentaux, ça se poursuivra, mais d'autres clients asiatiques vont peut-être dire donc si c'est comme ça, peut-être arrêter d'aller investir en Europe. C'est peut-être le but recherché. Est-ce que cette clause dont s'est servi les Pays-Bas, tous les pays européens l'ont ou c'est spécifique aux Pays-Bas ? Non, je pense que chaque pays a des choses en cas d'urgence, de crise, de guerre, où on a le droit de comme des vétos, quoi. Des vétos. Alors, il ne s'agit pas de nationaliser, hein, on a connu ça à une autre époque plus tragique. Mais voilà, alors après, ça va plus ou moins en profondeur. En France, je n'ai pas eu le temps de regarder. En France, on a des choses comme ça, mais qui ne vont pas aussi loin. Enfin, Jean, peut-être que... Oui, on a un bureau au niveau du ministère des Finances, ça s'appelle le CICE, qui s'appelait avant le bureau d'échange, dont le but est de vérifier qu'un changement de contrôle d'une société n'est pas un problème pour le pays. Les Chinois, dans le semi-conducteur, ont été extrêmement subtils. Ils avaient à rattraper un retard. Donc, dans des domaines complexes, comme ce qu'on appelle le 3.5, c'est-à-dire tous les puces de puissance et les puces de haute fréquence qu'on trouve dans le nez du Rafale ou qu'on trouve dans des alimentations de voitures, sont des technologies qui avaient été prises d'assaut en Europe par les Chinois du temps de notre innocence. Du temps où on les trouvait sympas quand même. Alors ils venaient, ils s'installaient, ils finançaient les boîtes, c'était sympa. En plus, on n'avait pas d'argent. Et eux, ils en avaient. Et ils transféraient la technologie. Ouais. Celle qu'ils avaient le droit de transférer par contrat, et celle qu'ils n'avaient pas tout à fait le droit, mais qui transféraient quand même. Enfin, je prends l'exemple d'Airbus, mais c'est un peu comme Airbus finalement, non ? Qui avait créé des usines d'assemblage en Chine, et on sait que effectivement tout a été plus ou moins copié ou... Je peux vous raconter une histoire sur les changements. C'est peut-être pas un bon exemple, mais... On a vendu une société en juillet l'année dernière qui s'appelle Unity SC, qu'on a vendue à Merck en Allemagne, qui faisait le contrôle des puces Nvidia sur les chaînes de production. Et cette société, on a eu l'interdiction de la vendre à un player chinois par le CICE. Alors une interdiction qui n'était pas très explicite, mais enfin on se rendait compte qu'on n'arriverait jamais au bout du deal. Et du coup, on a conservé la société pour la vendre d'ailleurs bien plus cher plus tard à un Allemand. Donc ça n'a pas que des inconvénients de nous obliger à faire notre travail jusqu'au bout. Mais ce qui est assez intéressant ici, c'est que normalement, l'exemple que tu citais pour la France, ils interviennent à un moment où il y a un changement capitalistique possible qui arrive. Là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette vente, Frédéric l'a dit, ça a été fait en 2018, donc il y a quelques années déjà. Selon le gouvernement néerlandais, c'est parce que 3 membres indépendants du conseil d'administration de cette entreprise auraient signalé en fait des choses inhabituelles et donc potentiellement soit des ordres de la part de la Chine, soit des potentielles menaces qui seraient considérées comme des menaces imminentes au fait que les entreprises néerlandaises et européennes puissent s'approvisionner. Donc moi je trouve que ça a un caractère quand même assez exceptionnel. On n'a jamais vu ça, c'est-à-dire en cours une telle décision. Et ce que ça montre en fait, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais ce que ça montre, c'est à quel point l'industrie des puces, même sur le grand public, sur l'automobile, etc., est considérée comme une industrie mais critique en fait, absolument critique. Je suis allé voir un peu à quoi correspondait cette loi là, sur la disponibilité des biens. Alors merci ChatGPT pour me traduire le
néerlandais. Oui, parce que tu n'es pas fluide en néerlandais. Non, pas encore. Je sais quelques noms de fromage, mais ça s'arrêtera là. Et en fait, elles disent voilà, c'est donc c'est pour des histoires de gouvernance. Donc là, visiblement, c'est ce qui s'est passé. Si on se rend compte que la disponibilité de ces biens considérés comme essentiels n'est pas garantie en Europe, donc là, c'est ce qu'ils estiment. Ils disent que peut-être qu'un jour, ils pourraient bloquer la chaîne de production, dire on arrête, on se désinvestit. Il y a autre chose aussi, si la maison mère décide de modifier les décisions stratégiques. Et visiblement, de ce que j'ai pu lire, notamment dans la presse anglo-saxonne, ce serait des membres de la direction actuelle de Nexperia, néerlandais, qui auraient dit oula, on entend des décisions stratégiques qui seraient en train de bouger. Alors, après, il ne faut pas se leurrer non plus. On est dans une guerre avec la Chine. La Chine est en train de fermer les robinets des terres rares. Enfin, il y a une pression de tous côtés. On voit cette pression, elle existe entre les États-Unis et la Chine. Elle existe aussi entre l'Europe et la Chine. Donc, à nous aussi de nous défendre. On se défend via SML en disant voilà, on ne veut pas que ces machines-là partent en Chine. Bon, les Chinois, de l'autre côté, ils se défendent et nous, on se redéfend de notre côté. Enfin, faut pas être naïf non plus de se dire que ça participe aussi. Il n'y aurait pas cette guerre-là, peut-être qu'on n'aurait pas bloqué de cette façon. Ce serait intéressant de voir dans un an, parce que cette mise sous tutelle, entre grands guillemets, a vocation à durer un an, où là, il y a un freeze, il ne peut pas y avoir de changement de management, il ne peut pas y avoir en fait, tout doit être signalé, contrôlé. Donc, ce sera intéressant de voir dans un an, effectivement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça veut dire aussi, parce que même en termes... alors, il y a un sujet géopolitique, évidemment, stratégique, mais il y a aussi un sujet d'attractivité auprès d'investisseurs étrangers, soit des investisseurs américains, soit des investisseurs chinois. Et est-ce qu'avec ce type de décision, demain, on pourrait... certains pays européens pourraient paraître hostiles finalement à ce type d'investisseurs qui, a priori, n'auraient pas enfreint la loi, en fait. Donc ça, c'est un vrai sujet. Puis il y a peut-être un risque aussi qu'on peut voir là-dedans, et on l'imagine en France, c'est l'État, c'est le gouvernement néerlandais qui récupère un peu la tutelle de la gouvernance de cette entreprise. Est-ce qu'ils ont les bonnes personnes aussi pour voir tous les enjeux stratégiques? Alors sans doute dans les bureaux, il y a des gens, enfin dans les administrations, il y a des gens très compétents, mais là il y a un risque aussi de ce côté-là. Ah oui, donc ça il faut qu'ils aient un plan. Il faut qu'ils aient un plan pour que le changement de contrôle se fasse avec un changement d'actionnaire aussi. Les Chinois vont très bien voir qu'il y a un problème de blocage et ils vont lever le blocage. Enfin, je parierais qu'il y a déjà des discussions en cours avec des nouveaux actionnaires qui vont être injectés dans le capital pour donner les garanties nécessaires à l'État. Mais je pense que c'est la fin de l'innocence pour l'Europe qu'on voit déjà depuis maintenant 3-4 ans et c'est nécessaire. Je ne pense pas que ça bloque les cessions d'entreprises ou qu'on se retrouve dans des situations où les investisseurs ne viennent plus. Je ne pense pas. Déjà, il n'est pas beaucoup. En semi-conducteur, les investissements qu'on voit venir en Europe par rapport à ce que l'Europe fait à l'extérieur, on a un solde particulièrement négatif. Aujourd'hui, alors qu'on a des belles boîtes. on a des boîtes fantastiques. Aujourd'hui, il faut voir que l'Europe investit massivement ses économies contre l'Europe. C'est-à-dire qu'on finance tout le temps des sociétés qui sont en compétition avec nos sociétés européennes. On finance mieux l'étranger en dehors d'Europe, que l'Europe elle-même, ce qui est assez étrange. Oui. On se rappelle qu'il y avait des robots, c'était KUKA, les robots l'allemand qui devait se vendre à des Chinois, qui avait été bloqué, puis finalement ça a fini par se faire. Mais il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, des situations comme celle-là. Et dans la chimie, j'ai découvert j'étais à Lyon il y a quelques jours avec des chimistes, j'ai découvert un nombre d'entreprises vendues ou qui ont toujours comme Nexperia leur siège à Lyon, enfin dans la région sud, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises chimiques par là, mais le nombre de sociétés qui appartiennent à des Chinois, ça m'a sidéré, surtout quand j'entends parler des gens, je dis, et il est essentiel ce produit, il est essentiel pour cette fabrication-là, pour cette fabrication-là. Je me dis, ah oui, ça c'est aux mains des Chinois. C'est le même cas pour le secteur de la défense, qu'en France notamment, il y a eu un peu un double discours en disant à la fois, on est là pour bloquer les cessions d'actifs qui étaient détenus par des Français à des étrangers, et d'un côté on dit on va accélérer le financement du secteur de la défense, donc pour les investisseurs, il faut bien une sortie possible, donc si on ne peut plus vendre à des Américains, des Chinois ou d'autres, ça limite un peu les marges de manœuvre. Donc c'est compliqué pour l'État toujours d'avoir son mot à dire là-dessus.
Tiens, puisqu'on évoque évidemment toutes ces tensions géopolitiques, restons en Chine avec les terres rares. Alors, je ne sais pas si vous êtes un spécialiste des terres rares, mais elles ont toutes des noms un peu étranges. Holmium, herbium, le thulium, l'europium, qui ne se fume pas, je crois, ou alors je pense que ça serait très nocif. C'est un faux nom. Terres rares, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, la demande, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et pas qu'en Chine d'ailleurs. Il y en a un peu partout, il y en a en Afrique. Je crois que même dans certains endroits aux États-Unis, il y en a. Il y a aussi l'ytterbium, et donc ces terres rares sont, on va dire, indispensables pour énormément de domaines dans la tech, l'aéronautique, la défense, les batteries, les aimants industriels. Donc forcément, elles ont un enjeu très important dans les industries, et notamment aux États-Unis. Et la Chine a dégainé ça ce week-end. Désormais, toute entreprise étrangère souhaitant exporter un produit contenant plus de 0,1% de ces fameuses terres rares, devra avoir une autorisation préalable. Évidemment, ça n'a pas plu à notre ami Donald Trump, qui a dit, puisque c'est comme ça, 100% de droits de douane. Allez. Dès le 1er novembre. Dès le 1er novembre. Allons-y. Bon, après, évidemment, on sait que c'est du bluff. Et on voit que de temps en temps, ces coups de sang, quand même, de Trump fonctionnent, mine de rien, parce qu'on va voir comment va réagir la Chine, qui déjà a tempéré un petit peu. Enfin, le message est en train de... après le coup de sang, c'est en train un peu de retomber. Un mot là-dessus, Jean, ces terres rares, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, voilà. Déjà, les terres rares... Cette guéguerre, là, sur les terres rares. On ne peut pas s'en passer. Donc, évidemment, quand il y a quelque chose dont on ne peut pas se passer, ça devient un enjeu stratosphérique, en tout cas. Oui, parce qu'on ne peut pas les fabriquer, ces terres rares. Non, on ne peut pas les fabriquer. On peut trouver des alternatives. Par exemple, les aimants, il y a beaucoup de recherches en ce moment pour pouvoir se passer des aimants permanents. Donc ça c'est sûr qu'on va être capable de créer des aimants synthétiques ou des alternatives aux aimants. C'est-à-dire des batteries avec moins de terres rares. Des batteries avec beaucoup moins de terres rares, c'est vrai qu'on peut y arriver. Puis des terres rares, elles ne sont pas rares. Le lithium, il y en a en Europe. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est un C'est 90% de la possibilité de raffinage est en Chine et 60% des terres rares qui sont extraites sont chinoises. Mais c'est parce qu'on ne veut pas, c'est pas parce qu'on n'en a pas. Si on décide de payer le coût écologique de l'extraction et de la préparation de ces terres rares, en les raffinant, tout à fait, on peut faire ça très bien nous-mêmes. Donc on a décidé que les Chinois seraient les polluants pour nous. Maintenant, évidemment... Il faut en assumer les conséquences. On en subit les conséquences. Ceci étant, ils sont quand même joueurs, parce que les 0,1%, c'est pas beaucoup, 0,1%. Non, c'est pas beaucoup. Je pense que Xi Jinping a décidé de s'amuser un petit coup. Il voit à la fin du mois Trump en principe. Plutôt que de laisser l'initiative à Trump de lui donner, de lui dire je vais mettre 30% de droits de douane avant de te voir, ils ont dit tiens, je vais te mettre 0,1% des terres rares. Balançons cette petite bombe. Joue avec ça. Tiens, prends ça. Voilà, c'est ça. Tout ça dans ce contexte de TikTok. Enfin, évidemment, il y a énormément de sujets qui sont, je pense, liés dans tout ça. Tout le monde met ses atouts sur la table et en fait ça fait quand même des mois dans les discussions autour des tarifs douaniers qu'il y avait cette menace brandie par la Chine sur les terres rares, menace qu'on verra si ça va être mis à exécution, mais là effectivement on est dans une période où tout le monde met ses cartes sur la table et après on peut négocier quand on sait de quoi on parle. Après moi j'y crois pas moyen. J'y crois moyen. Ils ne vont pas garder des stocks infinis de terres rares. Ils en auront trop. Non, mais s'ils avaient les moyens de tout consommer, on se dit, finalement, ils tournent, et puis voilà, mais le but, c'est quand même d'exporter. Bon, terres rares. Écoutez, on verra comment tout ça évolue. Mais c'est vrai que normalement, les deux chefs d'État doivent se rencontrer. Alors au début, Trump a dit non, puisque c'est comme ça, je n'ai aucune bonne raison de le voir. Et puis, voilà, comme je disais... Le discours est en train un petit peu de changer. Non, puis il faut voir quand même que tout ça, si les États-Unis, on est vraiment dans les enjeux du futur, on n'arrête pas de le dire ici sur l'IA, toutes ces technologies, et c'est vrai qu'aujourd'hui les 1200 milliards dépensés, on en parlera par l'industrie, l'écosystème américain dans l'IA, c'est aussi pour être sûr de ne pas se laisser distancer, pour rester en avance sur la Chine, et ça aussi ça fait partie de cette guerre. Alors, on va parler tout à l'heure, on a titré ce Tech & Co de ce lundi soir là-dessus. On va en parler parce que c'est assez intéressant. Je parlais tout à l'heure de boulimie d'investissement pour OpenAI. Et c'est vrai que, Fred, tout au long de la semaine dernière, on n'a pas arrêté, et voire même les semaines qui ont précédé tout cela. Intel, alors dans le désordre, Intel, Nvidia, AMD,
Et donc là, le nouveau qui arrive, c'est Broadcom. Là aussi, Broadcom, alors une boîte qui est connue, on va dire, des experts de la tech. Aussi, c'est pas des usines. Mais alors, Broadcom, eux font plein de puces dans différents domaines. Mais ce qui intéresse, là, d'après ce que j'ai compris pour OpenAI, c'est qu'ils font la jonction entre plusieurs GPU. C'est ça la spécificité, je crois, de Broadcom, non ? En fait, oui, puis en fait, ils veulent vraiment des puces customisées, enfin vraiment designées pour eux. Donc, c'est ce qu'on entendait. Alors, le contrat est gigantesque. Hein. Maintenant, l'unité, c'est le gigawatt. 1 gigawatt, c'est une centrale nucléaire. Donc là, contrat sur 10 gigawatts. Hein, donc, on part en 2029. On ne parle plus en milliards de dollars, on parle en gigawatts. Puissance énergétique, oui. C'est ça. Alors, il y a plusieurs choses qui surprennent quand même un peu. Parce que la première, c'est que il faut voir aussi que c'est pas aussi évident. On a l'impression que les milliards assouplissent toute relation. On a quand même un OpenAI qui doit travailler dans l'agilité, la performance. Enfin, il doit aller vite. Et un industriel, alors même si c'est pas lui qui fabrique, on va avoir TSMC dans la boucle aussi certainement. Un industriel, lui, c'est la rentabilité, c'est la standardisation, c'est une production massive. Donc il faut voir comment ils vont s'entendre aussi sur ces objectifs stratégiques. Et puis autre chose. On est un peu dans cette circularité, quoi. OpenAI est encore en train d'investir chez Broadcom pour acheter. Enfin, il y a une histoire de consanguinité, je trouve, en ce moment dans tout cet univers qui me surprend un peu. Il y a un petit aveu de faiblesse de la part d'OpenAI à faire ça, parce que s'ils arrivaient à se différencier avec les puces de Nvidia, ce ne serait pas la peine de faire leurs propres puces. Là, ils cherchent à rentrer dans le hardware parce que c'est une façon de faire un software très spécial. Je ne pense pas que ça soit un grand avis de succès, mais il y a une chose qui est nouvelle maintenant, ça ouvre le marché. Et moi, j'apprécie beaucoup cette nouvelle parce que toutes les sociétés européennes, asiatiques qui se mettaient à faire des puces d'IA étaient vécues comme étant des originaux. Là, tout d'un coup, on se dit finalement, il y a un business model à faire de l'IA en compétition avec ils disent que ce sera vraiment, enfin là, ils le disent, Sam Altman, ce sera pour de l'inférence. Hein, c'est vraiment pour la partie entraînement, ils vont garder. Mais enfin, de l'inférence à un jour dire, écoutez, modéliser l'air un peu mieux et puis on bascule vers faire du... Mais ça va avoir beaucoup d'applications. Le SPERS, qui est justement le travail sur l'inférence, vous avez des puces spécialisées en inférence qui sont 1000 à 10 000 fois moins énergivores que les puces de Nvidia. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est étrange de parler en énergie, parce que la mesure n'est pas encore la bonne. Aujourd'hui, si vous avez une puce qui est 10 000 fois moins énergivore, votre centrale nucléaire, ça devient une machine à laver. Donc, ça peut aller encore dans tous les sens, mais je trouve que ça ouvre le marché, que c'est une bonne nouvelle. On a l'impression quand même qu'avec tous ces différents deals, partenariats, c'est une façon pour OpenAI en fait, d'ajouter une infrastructure informatique en fait, au travail qu'ils sont en train de faire. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Frédéric, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de consanguinité entre différents acteurs, avec à chaque fois, excusez-moi, mais quand même une inconnue sur les financements. Oui. Par exemple, là, sur le deal qui a été annoncé, les seules précisions que nous avons, c'est qu'il n'y aura pas, en fait, il n'est pas question d'action, d'investissement, mais en fait, c'est pas clair comment OpenAI va participer à financer ça, sachant que OpenAI, évidemment, a beaucoup de succès en termes de clients, mais on sait que pour l'instant, ils sont dans un business qui n'est pas très rentable. Donc c'est vrai qu'à terme, cette consanguinité entre acteurs qui jouent pour le même but, en fait, une industrie qui n'a pas encore trouvé son modèle de rentabilité, pose quand même question. Et après, j'ai bien aimé parce que Sam Altman a dit que aussi concevoir ses propres puces, c'était une façon de prendre en main son destin, d'être plus dépendant aussi, ce qui peut s'entendre. Voilà donc Broadcom, OpenAI. C'est encore un contrat à plusieurs dizaines de milliards. Voilà, on n'a pas le montant. Donc c'est 10 gigawatts, c'est plusieurs dizaines de milliards. C'est 150 ou 200 milliards. On fait une petite pause, les amis, et on revient. On va parler de robotique avec une boîte étonnante. Si vous êtes avec nous à la télé, on va vous montrer des vidéos de Figure 03, qui est donc le troisième robot sur pattes, j'allais dire sur pattes, mais sur jambes, en fait, de la start-up Figure. C'est assez impressionnant. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne, avec Claudia, Jean et Frédéric. On revient dans une minute. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, nous sommes de retour. Merci d'être toujours là et merci d'être fidèle à Tech & Co sur BFM Business tous les soirs du lundi au jeudi, 19h30, 21h avec ce soir pour débriefer l'actu tech. Claudia Cohen, journaliste à Bloomberg. Nous avons aussi Jean Schmitt, président et fondateur de Jolt Capital et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Parlons un peu robots. Messieurs, dames, avec le, j'allais dire, nouveau prototype, oui, parce que c'est sans doute encore un prototype, le nouveau prototype robot Figure.ai, c'est le numéro 3. Et si vous êtes avec nous à la télé ou en replay vidéo, vous allez voir ces vidéos qui sont quand même assez impressionnantes. Moi, franchement, ce robot me fascine. Au-delà du fait qu'il a un aspect humanoïde, il arrive à faire des choses qui sont quand même incroyables. Et ce numéro 3 se veut être un peu le majordome, quoi, l'homme à tout faire de la maison. Et c'est quand même dingue parce que Figure.ai le vend comme ça, c'est-à-dire qu'ils disent que grâce à ce robot, vous allez pouvoir, il va pouvoir à votre place arroser les plantes, faire la vaisselle, servir des boissons, donner encore des gâteaux à Fred Simotel parce qu'il n'en a jamais assez, remplir un lave-linge ou un lave-vaisselle. Et donc, il est, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, il est recouvert d'un textile, parce qu'évidemment, c'est une machine. Hein. Il a un textile qui l'habille, en quelque sorte. Il n'a pas de visage, mais il a énormément de caméras. Et ces caméras sont de meilleure qualité que les précédentes, bien sûr. Il a des micros aussi, parce qu'il écoute ce que vous dites et il comprend, en fait, les ordres qu'on peut lui donner. Et c'est quand même assez impressionnant, parce que alors, cette vidéo, on ne sait pas si c'est truqué ou pas, mais il arrive à faire des tâches en parfaite autonomie et c'est quand même assez bluffant. Figure.ai qui mène une expérimentation avec BMW. Dans une usine de BMW. Alors, je ne sais pas trop si c'est de l'image, du marketing ou si ce robot sert véritablement à quelque chose. Mais voilà, moi, je trouve ce sujet passionnant, fascinant, et je voulais avoir votre avis là-dessus. On va peut-être commencer par Claudia. Qu'est-ce que tu en penses de ce Figure 03 ? Déjà, c'est le premier modèle qui est destiné à la production de masse. Oui. Donc, au-delà, effectivement, de l'apparence. Ils veulent en produire 100 000, je crois. Hein. Oui, avec une cadence de 12 000 par an. Ils disent qu'ils ont les usines pour ça. Donc, déjà, c'est intéressant de voir que, voilà, ils parient dessus. Ensuite, sur la boîte en soi, il y a eu la valorisation lors de la dernière levée de fonds qui a quand même été multipliée par 15 cette année par rapport à il y a un peu plus d'1 an et demi, donc à croire que, en tout cas, le marché y croit. Quant à mon avis personnel là-dessus, déjà la première remarque, c'est que ça ressemble beaucoup à un joueur d'escrime. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ont la télé, c'est vraiment la chose que je me suis dit. Ensuite, c'est intéressant, mais il faudra vraiment voir le prix, en fait, parce que tu disais, c'est un peu un majordome. Donc, combien tu payes la personne, si tu en payes une, évidemment, chez toi, qui fait les tâches ménagères, qui fait potentiellement la cuisine, versus combien tu payes ce robot. Ça va être quand même difficile de pouvoir, je pense, quand même, pour l'instant, on n'a pas trop d'idée du prix, s'aligner avec les prix où on le sait dans la robotique humanoïde, les Chinois sont quand même extrêmement avancés, avec des prix pour l'instant qui semblent les plus attractifs. Parce que 1000 par mois, finalement, c'est la cadence. Hein. 12 000 par an, ça en fait 1000 par mois, ce sera un produit d'exception à 1000 par mois. Enfin, ça coûtera beaucoup d'argent. Ça coûtera beaucoup d'argent. Après, c'est assez bluffant. Après, c'est les premières générations, on va dire. Oui, c'est bluffant quand tu regardes les doigts. Pour ceux qui ont les images, c'est quand même assez bluffant d'arriver à ce niveau de dextérité, en tout cas ce qui est promis par la vidéo. On voit qu'on a fait un grand bond et que depuis, quand même, la robotique humanoïde, en tout cas les projets robotiques humanoïdes ont toujours été sur la table depuis de nombreuses années, mais on voit notamment qu'avec l'intelligence artificielle aussi, on est sur un nouveau type de modèle et un nouveau type de progression aussi. Jean ? Alors, moi, je peux dire qui va prendre la facture pour faire les 1000 robots par mois. C'est toujours la même chose, c'est les investisseurs. C'est encore nous qui allons prendre la facture. Il y a 42 investisseurs, donc ils ne se feront pas de peine, ils vont tous passer à la caisse. La société a levé 1,9 milliard à ce jour. Donc, c'est la société de robotique la plus financée aujourd'hui en robots humanoïdes, qui s'attaque à un marché qui est inexistant aujourd'hui. Donc, il y a un marché de 200 milliards dans le domaine des robots, mais ce n'est pas du tout ces robots-là, c'est les robots qui sont dans des usines et qui travaillent pour
pour de vrai. Donc là, on a décidé de faire des robots qui travailleront pour de faux. Je suis quand même impressionné par ces robots qui sont effectivement très mobiles, qui arrivent à prendre des choses qui ont des textures très différentes dans leurs mains. Donc ça veut dire beaucoup de senseurs sur le bout des doigts et des moteurs qui permettent de vraiment d'avoir une dextérité, bien sûr, oui. C'est tout à fait faisable. On voit des robots qui tournent des pages et ce qu'on appelle des grippers, c'est-à-dire en fait la partie du robot qui sert à prendre des choses. Donc vous avez des grippers avec des ventouses, vous avez des grippers avec des doigts. Les doigts, c'est pas terrible. Alors je sais pas pourquoi ils ont pris des doigts, parce que les ventouses, c'est super bien pour prendre des choses. Pof, on prend les choses. Mais donc c'est des robots qui sont faits pour ressembler à des humains. Je suis pas sûr que ça soit des robots très utiles. Moi, personnellement, si je prenais un robot qui devait me servir de majordome, je lui mettrais 6 bras. Parce que, comme ça, il bosserait plus. Il ne faut pas qu'il traîne, et puis avec le prix qu'il va coûter en plus. Et puis, je crois que je lui mettrais des roulettes pour qu'il aille plus vite, parce qu'il faut que ça roule, quoi. Et donc, mais les roulettes, les escaliers, c'est pas pratique. Tu vois, oh, bon, alors qu'avec 3. Non, mais t'en mets 3. Oui, t'en mets 3, ouais, d'accord. Et c'est comme si on avait dit à un ingénieur, résous pas le problème, fais ce qu'on te dit. Parce que si on m'avait demandé de résoudre le problème, en bon ingénieur, c'est pas un robot humanoïde que je ferais. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est un fantasme de cette génération qui ont été biberonnés aux films de science-fiction, à la 6PO, etc., de Star Wars? On est fasciné par ça. Même moi, je suis le premier fasciné. Et je n'ai pas ton analyse froide, mais je me dis malgré tout que tout ça peut servir à quelque chose. Parce que tous ces capteurs, toute cette dextérité qu'on peut avoir dans les bras, le fait qu'ils puissent se déplacer, faire marcher un robot, c'est d'une complexité incroyable. C'est ça, déjà, il faudrait qu'on connaisse l'autonomie. C'est un immense laboratoire. Voilà, moi, je le vois plus comme un laboratoire, parce que tous les gens que je connais qui travaillent sur ces types de robots me disent toujours l'équilibre, nous, on ne le voit pas, parce qu'encore humain, voilà, on compense sans cesse, mais pour un robot, c'est du calcul sans cesse, donc ça consomme, ça chauffe aussi, parce que tout ça, même si les technologies s'améliorent, c'est quand même compliqué. Et c'est vrai que sur roulette, ça appuie. Mais par contre, moi, je le vois comme un laboratoire, parce qu'effectivement, on le voit plier du linge. Moi, je suis comme toi, dans un dressing, tu mets 4 bras, tout ce qui est par terre, hop, tu as un petit chariot qui passe, dès que c'est sale, ça va... Enfin, tu vois, c'est plus... Moi, je conçois plus une série de petits robots comme celui-ci, voire des robots, carrément un dressing robot. C'est un truc qui sort, tiens, je veux mon costume aujourd'hui, il sort le costume. Tout ce qui est par terre. C'est bien le bruit du costume qui sort. Tout ce qui est par terre, c'est du linge sale. Et puis, il y a un petit robot qui arrive avec un bras, il va tout mettre dans son panier. Moi, je vois plus des choses comme ça. Jean nous parlait d'expériences qu'il veut faire dans une cuisine d'un robot qui va faire des plats assez basiques. Oui, ça j'y crois, sans voir le robot aller vers le frigo, ouvrir le frigo, prendre les 2 pommes, prendre les œufs, revenir faire sa tambouille. Mais par contre, une machine qui sait où sont les choses. Mais est-ce qu'il ne ferait pas moins peur, ce robot, finalement, dans un environnement familial et domestique? Moi, je trouve que celui-là, il fait super peur. Quand ce sera vraiment sur le marché, pour les premiers utilisateurs, il faudra faire une expérience sociale aussi de la façon dont la famille interagit avec le robot. Si jamais le robot peut faire partie à table, il y aura un vrai sujet comme ça. Et je pense, par contre, pour les robots d'intérieur, robots humanoïdes, il y a peut-être un marché sur... Les personnes âgées, les personnes en dépendance physique, les plus jeunes aussi peut-être. Enfin, là, je vois une utilité, notamment sur la surveillance des enfants, sur des médicaments pour les personnes âgées. Enfin, en tout cas, ça offre des promesses intéressantes. Si tu lui rajoutes une couche d'IA générative et avec lequel on peut discuter, avoir des conversations quand même assez poussées, ça va aussi incarner en fait ce personnage. Pour ça, tu peux avoir juste un simple écran qui va... Et quand on en viendra aux mains, ça sera intéressant, parce que quand il hallucinera, on ne sera pas trop bien. Oui, il y avait eu d'ailleurs cette vidéo d'un robot en Chine qui d'un coup avait pété un câble parce qu'il était suspendu et tous ses capteurs en fait ne perdaient pied. Il s'était excité, il donnait des coups partout dans tous les sens. C'était très bizarre. Non, mais je pense que dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, enfin du bien-être, ce genre de choses, dans le domaine militaire, dans le domaine de la recherche. Mais comme tu dis, moi je le ressens plus comme un laboratoire. Voilà, on est en train de tester tout ça. Après, peut-être qu'il faudra attendre 4-5 générations. Mais c'est vrai que ce que dit Jean, c'est que c'est un laboratoire qui coûte cher. Mais
C'est un laboratoire de business model aussi, parce que l'idée qui consiste à louer le robot à $5 000 par mois ou $8 000 par mois est une idée très intéressante. C'est en fait l'idée de dire ça coûte un peu moins cher qu'un salarié. Dans la baie, un salarié, ça coûte 5 000 à 8 000 $ par mois dès qu'on commence. Eh bien là, ça va permettre d'avoir un robot qui travaille en principe 24 heures sur 24, qui coûte pas très cher en nourriture et qui va faire le boulot pour moins cher qu'un humain, sans râler. Donc ça, c'est la promesse. Donc le business model est aussi un business model nouveau qui s'invente. Très intéressant. On verra bien comment va évoluer ce Figure 03. Et je vous invite à aller sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Il y a des vidéos qui sont impressionnantes. Encore une fois, on ne sait pas trop comment elles sont réalisées, ces vidéos. Mais c'est quand même assez bluffant. Je ne fais pas un robot comme ça garder mes enfants le soir. Non, pas tout de suite en tout cas. Dans l'actu aussi, on va aller du côté de Cannes avec plus de 10 000 participants, 4 000 acheteurs, 100 pays représentés. C'est le MIPCOM, le plus grand rassemblement mondial des professionnels de la télévision, qui se déroule cette semaine, je le disais, sur la Côte d'Azur. Une 41e édition dans un contexte économique difficile pour tout le secteur. Nathan Coquimpo nous explique tout ça et puis on revient juste après. Les studios traversent une énième crise après le Covid et la grève à Hollywood, chute des audiences, des abonnements aux plateformes, augmentation des coûts de production, tout cela sur fond de déclin de la publicité en télévision linéaire et de montée en puissance de l'IA qui vient rebattre toutes les cartes. Résultat, les commandes de séries originales par les plus grands streamers mondiaux ont chuté de 24% au premier semestre par rapport à l'an dernier. Plus le choix, les studios doivent se réinventer, se réorganiser ou même s'associer pour perdurer. Paramount vient de fusionner avec Skydance, Disney pourrait se séparer d'ABC, son réseau de télévision aux États-Unis. Mais le plus gros deal à venir qui pourrait complètement transformer cette industrie, c'est la potentielle vente de Warner Bros. Discovery. Le studio américain qui possède la licence DC, Harry Potter ou encore Game of Thrones est en difficulté depuis plusieurs mois. Ses résultats sont décevants, les investisseurs font pression. Warner pourrait donc vendre une partie ou l'ensemble de ses studios. Une offre de Paramount jugée trop faible vient d'être refusée par Warner. Et selon la presse américaine, Netflix serait aussi intéressé et pourrait faire une offre. Voilà, Cannes, donc le MIPCOM, avec pour la première fois donc YouTube qui était présent. Oui, en force. En force, parce que YouTube aujourd'hui, c'est un acteur avec lequel il faut compter. Et puis aussi cette bascule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France notamment, il y a plus de gens qui regardent la télé en streaming que la télé en direct. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. On s'y attendait, mais ça y est, maintenant c'est la réalité. Avec sans doute, et Nathan l'expliquait, beaucoup trop d'intervenants, en fait, il y a beaucoup trop d'acteurs dans le streaming. Et on va sans doute assister à une espèce de concentration de ce marché. Le fait que Warner serait à vendre et que Netflix pourrait rafler Warner, c'est quand même... c'est une rumeur, mais c'est quand même assez intéressant. Et puis, on le disait, l'intelligence artificielle qui arrive aussi et qui perturbe un petit peu tout ça. Dans un instant, on évoquera Sora 2, qui est en train de faire un carton sur les réseaux sociaux. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on arrive à un point de bascule, on va dire, même dans le monde des créateurs de contenu, grâce à la tech et à l'intelligence artificielle, ou finalement, il ne faut pas avoir peur de tout ça? Oui, on est à un point de bascule parce que là, ce ne sont pas des rendus temps réel, ce sont des rendus qu'on peut retoucher. Donc les bêtises que fait l'IA, on peut les corriger. Donc c'est quelque chose où l'IA rend toute sa puissance. Maintenant, le point de bascule, c'est un outil fantastique, pas pour créer, c'est un outil fantastique pour repeindre des univers nouveaux, pour faire des choses qui sont fantastiques. Mais les scénarios créés par l'IA sont navrants de bêtises, et, parce qu'ils ne sont pas censés être originaux de toute façon. Et le jeu d'acteur, c'est pas un jeu d'IA. Donc ça va repeindre les choses, et ça c'est extraordinaire. Pour les effets spéciaux, c'est extraordinaire. Il y a plusieurs cas très concrets où l'IA a été utilisée. Un cas très intéressant en France par la société qui produit Caméra Cachée, vous savez, voilà, dans un bureau. Qui était un programme mythique d'M6 dans les années 2000. Et en fait, ils utilisent l'IA pour mieux exploiter leur catalogue. Donc, pour un exemple très concret, ils vont utiliser l'IA pour remplacer certains dialogues, pour les mettre à jour. Parce qu'en fait, tu vois, un jeune qui a 15 ans qui regarde Caméra
Caméra café, bon, toutes les expressions. Oui, le vocabulaire a évolué. Exactement. Donc, l'IA va être utilisée pour ça, pour remettre au goût du jour. Donc, ça gardera les mêmes comédiens de l'époque. Ça gardera les mêmes comédiens de l'époque. Sauf qu'ils diront des choses différentes. Ils diront des choses différentes. Après, en termes d'un point de vue esthétique, bon, les choses assez on va dire évidentes, mais gommer un peu les rides, même les acteurs principaux en ont parlé. Donc, il y a ça c'est intéressant. Ensuite, sur les effets spéciaux, c'est Netflix qui a fait une première série, qui est une série argentine qui s'appelle L'Éternaute, où là, ils ont dit qu'ils ont utilisé l'IA pour la première fois pour simuler l'effondrement d'un immeuble à Buenos Aires versus des effets spéciaux classiques auxquels ils faisaient appel. Et ensuite, il y a aussi l'IA utilisée pour un comédien. Donc, on n'est pas sûr, on va remplacer un comédien, mais par exemple, un comédien qui est absent pour refaire une scène, un comédien qui est malade. Donc c'est déjà utilisé. Et par exemple, la patronne de Banijé en a parlé et a dit qu'ils avaient déjà utilisé l'IA sur ça. Et ensuite, évidemment, là, pour les métiers, tu en parlais, qui pourraient être mis le plus en danger, pour le coup, c'est tout ce qui est sur le doublage. Et là, on en a parlé plein de fois chez toi, où ça va faire économiser, malheureusement, mais énormément d'argent. Doublage, traduction. Bien évidemment, hein, même la traduction. La figuration, figuration. Même faire les décors et tout ça. Et je pense que ce qu'on va voir, moi je suis un peu moins. Alors déjà, il n'y aura pas un effondrement brutal. Hein, si ça se fait, ce sera dans le temps. Donc on aura le temps de faire évoluer un peu tout ça. Et moi, ma conviction, c'est que. En fait, chacun des métiers du cinéma, ils vont commencer à décomposer un peu toutes les tâches qu'ils font. Et ils vont faire un peu comme tout le monde fait dans les entreprises. Qu'est-ce que je peux faire en IA ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire en IA ? Là, tournage avec Harrison Ford, le nouvel acteur qui... Non, ça, je ne peux pas le faire en IA. Je pourrais peut-être modifier des scènes, mais j'ai besoin... Et je pense que c'est comme ça, ils vont découper un peu. Alors, les scripts vont être un peu plus compliqués à faire. Et de dire, tiens, le gars qui se lance du 20e étage, bon, ça, je peux faire avec de l'IA, c'est bon. Par contre, son visage, la crainte qu'il éprouve sur son visage, l'effet de lumière, peut-être que ça, je ne peux pas le faire complètement avec de l'IA. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et je regardais un peu et pourquoi l'industrie cinéma est en train de se transformer. Bon, évidemment, ils sont conscients que l'IA, ils y vont. Mais je regardais les noms des conférences qu'il allait y avoir. Alors, il y avait Infinite Creativity, donc comment créer. Et justement, c'est là où ils disent, on va continuer à créer, mais peut-être par morceaux. On va dire, tiens, se créer un décor, une île paradisiaque et tout ça. On va pas aller la filmer. On sait à quoi ça ressemble, tout ça. Et puis c'est là, après, le créateur dira, tiens, mets-moi un peu plus de bleu, de vert, mets-moi une paillote, quelque chose comme ça. Mais j'ai vu une autre session qui s'appelait We Turn Video into Knowledge, et où ils regardent, ils sont en train de regarder aussi comment ils veulent monétiser ce contenu. Donc on voit qu'ils commencent, ça y est, ils sont passés presque à l'étape derrière. Ok, l'IA va produire, maintenant comment on monétise tout ça ? Alors le MIPCOM, il y a de la pub aussi, il y a des séries télévisées, enfin il y a un peu tout ce qui peut être ces contenus. Et là on voit que ça y est, le pas est en train d'être pris. Et après, au meilleur, je pense qu'il ne faut pas, comme tu disais sur le doublage, tout ça, il y a des métiers, c'est pas peine de se battre. On sait que ça va, c'est encore perfectible, hein, le doublage par l'IA, etc. Mais voilà, on y va de toute façon. Donc c'est là où il faut cette transformation. Et je pense que tous ceux qui disent pas d'IA, non, c'est faux. Même dans un film qui se joue dans un bistrot parisien, on aura besoin d'IA pour les figurants, la lumière extérieure, ce genre de choses. Mais derrière, la partie créative, oui, on sera obligé d'avoir toujours des humains. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même, vous oubliez qu'une chose, on n'en est qu'à l'an 1 de tout cela. Tu vois ? Et tu te dis, OK, pour l'instant, peut-être pas, et Jean va peut-être nous donner son avis, mais on se dit, non, il n'y aura pas de comédiens qui seront générés par l'IA. Mais vous verrez dans 5 ans. C'est pas ce que je dis. Je dis juste, tu découpes ton film et tu vois quelles parties peuvent être faites par l'IA ou pas. Bien sûr, bien sûr. C'est comme notre métier aujourd'hui. Un métier de journaliste, on va voir quelles sont les parties qui peuvent être faites par l'IA ou pas. Et on voit, bon, mais aujourd'hui, c'est 40%. Mais est-ce que vous imaginez pas que dans 5 ans, on sera nous, les auteurs, en fait, de ce qu'on a envie de voir ? Tu vois, je pense qu'on manquera d'idées. Reprenons on pense tous à... On n'aura même pas d'idées à donner, en fait. On pense tous à la guerre des étoiles. Alors là, évidemment, il faut de l'IA, parce que des machins qui se promènent dans l'espace. Prenons un autre film, Le Dîner de cons. Elle ferait quoi, l'IA, dans ce film ? Et on a beau réfléchir, et franchement, on ne voit pas. Il n'y a pas de décor, pratiquement pas. Il n'y a presque pas d'acteurs. Il n'y a pas tellement de figurants non plus. Mais c'est vrai que la comédie, c'est peut-être le sujet le plus sensible, le plus compliqué. L'humour, ou l'art, la beauté. Là, l'IA va être très challengée là-dessus.
Mais c'est vrai que l'IA va poser des questions sur la façon dont tu consommes les contenus et qui sont aussi les personnages qui attirent le plus ces contenus. On le disait là pendant l'événement, il y a énormément de youtubeurs, de créateurs de contenu. On a vu ces dernières années comment des générations entières ne regardent plus la télé et regardent YouTube. Et on a vu, in fine, que ces youtubeurs arrivent ensuite à la télévision et qu'à chaque fois, il y a des passerelles du nouveau monde vers l'ancien monde, de l'ancien monde vers le nouveau monde. Donc je pense qu'avec l'IA, ça va aussi créer une autre forme de consommation et une autre forme de peut-être personnages principaux aussi à mettre en avant dans les films et les séries. Oui, puis tu vois, pour un film, il faut générer un script. Il faut générer de la vidéo. Derrière, il faut faire du marketing. Derrière, il faut viser quelle audience. Il faut une stratégie de distribution. Alors, juste un truc. L'IA pourra intervenir dans certains domaines, mais pour. Je ne sais pas si vous connaissez MrBeast, qui est, oui, bien sûr. on va dire, l'influenceur numéro 1 au monde. Oui. Sur YouTube, il a une communauté qui est dingue. Il se pose la question, il a peur. Alors, c'est peut-être après un effet de style, mais il se dit... Je suis inquiet pour les créateurs de contenu parce que lorsque je vois ce qu'arrive à faire l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui me dit que demain, finalement, l'un des influenceurs stars ne sera pas qu'une IA. Finalement. Quand on voit qu'un influenceur, c'est quoi ? C'est souvent raconter des histoires, mais en jump cut, avec, tu vois, montrer un produit, parler de certains moments de la vie, des choses comme ça. Lui se dit, finalement, il estime que son métier risque d'être challengé par l'IA. Il a raison, je trouve, mais il y a un point quand même qui est manquant. Le pouvoir de l'influenceur, c'est aussi, entre guillemets, l'hystérie collective qu'il peut créer quand il sort de sa chambre, il sort de ses tournages et qu'il se déplace physiquement. Et je pense que quoi qu'il arrive, l'adulation et le fait que certaines de ces personnalités sont suivies par rapport à la qualité de leur contenu aussi, il faut le dire, c'est aussi le fait de se dire qu'on peut aller les voir, on peut aller les toucher, on peut aller leur parler en vrai. Donc je pense que il y aura quand même une petite brique, une petite différence toujours qui sera en faveur de l'humain, quoi, et pas de... Je crois qu'il a raison d'avoir peur, parce que ces contenus, ils valent pas grand-chose quand même. Donc, évidemment que ça se remplace par de l'IA quand on fait des... mais il y a des milliards de gens qui regardent ce type de contenu, Jean. Oui, c'est ça le truc. Il y a des milliards de gens qui regardent des tas de choses pas intéressantes tout le temps, parce qu'il faut bien s'occuper. Oui, mais c'est là, oui. Mais je pense que les scénaristes ont leur meilleure vie devant eux. Ceux qui savent inventer des mondes, ceux qui savent être créatifs, et c'est simplement. Je pense que les créateurs auront toujours leur place. C'est la technique qui va devenir facile. Et puis, oui, c'est exactement. Tu vas remplacer des équipes de tournage par des serveurs, des processeurs, du stockage de données, etc. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est la partie droit d'auteur. Hein. Ça aussi, ça va être quelque chose, je pense que peu à peu, là où on le voit dans Sora, on va peut-être en parler, mais où on commence à aller piquer des images à droite à gauche. Il y a un moment, il va y avoir quand même du blocage. Voilà, belle transition avec Sora. Sora 2, je ne sais pas si vous avez testé, alors c'est compliqué parce qu'en France ça ne marche pas, c'est qu'aux États-Unis, mais en revanche, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie et on voit des vidéos de dingue. Alors moi je ne sais pas pourquoi, mais mon fil Insta est truffé de vidéos de Michael Jackson qui n'existent pas en fait. Et c'est incroyable. Adoption plus rapide que ChatGPT. Hein. Mais c'est fou. Et c'est des vidéos d'un réalisme incroyable où on voit Michael Jackson faire du moonwalk dans une pizzeria, tu vois, ou en train d'interpeller des gens dans la rue, etc. Et rien de tout cela existe. Alors, au-delà du fait que c'est complètement troublant, parce que c'est quelqu'un qui est disparu il y a combien ? Il y a 15 ans maintenant, plus que ça. Enfin, je sais pas, c'était en 2009 que Michael Jackson nous a quittés, donc c'est quand même assez impressionnant. Et on se dit, est-ce qu'on a le droit finalement ? Ça ouvre une espèce de trou noir concernant les droits d'auteur. Parce que est-ce qu'on a le droit de manipuler un Michael Jackson plus vrai que nature dans des vidéos ? C'est ça la question. Et à mon avis, pour OpenAI, ça va être un puits de procès. Pas de doute. Ça va être terrible. Il y a des dessins animés de Bob l'éponge en costume nazi là, qui sont sortis. Alors voilà, ça c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non, les avocats vont très beau jour devant eux avec ça. C'est sûr que là, il y a une autoroute pour avocats. Néanmoins, des figures publiques, si elles sont publiques et si elles sont libres de droit, donc après un certain temps, elles deviennent libres de droit, on peut faire ce qu'on veut. Alors ils ont tort sur Michael Jackson, c'est légèrement délicat.
Mais bon, si on prend François 1er, on peut y aller. Hein. Et ça sera tout aussi impressionnant et tout aussi marrant. Donc, c'est vrai que l'IA a ce côté de pouvoir faire un peu n'importe quoi. Donc, les gens s'en privent pas. Moi, je me rends compte que dans nos propres systèmes de travail chez nous, on a nos digital nous qui se mettent en place dans nos systèmes d'IA internes. Et je me rends compte que quand j'aurai pris ma retraite, mon moi continuera à vivre dans le système d'IA de ma société. Finalement, c'est plutôt rassurant. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Sam Altman a dit, OK, moi, je joue le jeu. Oui, il débride complètement. Vous allez prendre mon image et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Alors, bon, il joue le jeu, mais il y a des trucs qui sont, parfois un peu de mauvais goût. Et il dit qu'il y a des règles dans Sora, notamment qu'OpenAI assure que toute personne peut révoquer l'usage de son image ou supprimer une vidéo la mettant en scène. Mais vous prenez un Michael Jackson, le pauvre, il peut pas se plaindre. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un flou juridique total. Exactement, et même il y a un flou juridique sur le droit même de refus, entre guillemets, que met en avant la société. Parce que ils disent que ce droit de refus est suffisant pour que, si jamais Disney ne veut plus que ses IP soient dedans, juste s'enlève. Mais sauf qu'en fait, ce droit de refus, c'est comme si finalement le droit autour de la propriété intellectuelle n'existait pas. En fait, c'est comme s'ils partaient du principe qu'ils avaient le droit de faire ça, mais que si tu veux pas le faire, on t'enlève. Sauf qu'en fait, ils ont juste pas le droit de faire ça pour les propriétés intellectuelles qui ont toujours des honneurs. Donc je trouve qu'il y a même un débat juridique à avoir là-dessus, quoi. Puis il y a peut-être l'histoire aussi de l'éco-responsabilité. Pour l'instant, on n'a aucune notion, enfin on se doute que ça consomme beaucoup, mais il y a un moment aussi il faudra payer la facture de tout ça. Faire une vidéo, on sait combien ça consomme. Quand on fait des photos, on voit combien ça fait de gigas. Quand on se tourne, on est à un concert, on filme pendant 1 minute. Oui, mais je pense que les gens en fait s'en foutent complètement de ça. Oui, mais il y a un moment, les boîtes derrière, elles payent quand même de l'infrastructure. Oui, pour l'instant, c'est open bar, c'est vrai, tu as raison. Mais je pense que demain, ça sera plus... Enfin, voilà, il faudra sans doute payer pour avoir des vidéos, des choses comme ça. Mais je ne sais pas si vous... Enfin, on parle de ça, mais il y a un réalisme de ces vidéos. Ah oui, non, c'est-à-dire qu'on se casse le nez. Je pense que sur l'aspect des droits, c'est passionnant. Parce que on parlait des droits à l'image et pour dire on fait faire des choses à des gens qui n'existent pas. Maintenant, il y a un point qui me choque aussi, c'est que ces vidéos sont générées par un apprentissage qui lui-même a été fait sur des sources dont les droits n'ont pas été bien acquis. Oui, exactement. Donc c'est incroyable. On a un système qui a volé des données, si on donne des noms aux choses, sur Internet, qui a dit le droit à la propriété intellectuelle, mais alors je m'en contre-moque, et j'ai décidé que j'allais générer des vidéos. Et à la fin, ils ont le culot de dire... on vous a mis, c'est exactement ce que je disais, on vous a mis le droit de refus, comme si en fait il n'y avait pas de droit avant. Enfin, et vous avez vu que les assureurs aux États-Unis commencent à refuser de participer, d'assurer certains contenus chez OpenAI et tout ça, en disant nous si on vous attaque, nous on couvrira pas les frais de justice parce qu'on sait que on va au casse-pipe. Et d'ailleurs, Disney avait porté plainte contre Midjourney et là a envoyé une lettre à OpenAI pour Sora en disant bon les gars attention quoi. Donc on va voir à quel moment ces gros acteurs, l'industrie du divertissement notamment, passeront à l'action. Il nous reste 2 minutes, j'aimerais qu'on évoque rapidement, là encore, le mercato de l'IA avec des sommes, alors je ne sais pas si elles sont vraies, mais on parle d'une offre à 3,5 milliards de dollars, non pas pour une entreprise, mais pour une personnalité. Une personnalité qui a travaillé chez Meta pendant 11 ans. Pendant 11 ans, il fut un temps, qui est parti avec Mira Murati, qui était aussi une proche de Mark Zuckerberg, qui travaillait chez Meta. Tous les deux ont créé une boîte qui s'appelle Thinking Machines. Et bien, Mark Zuckerberg a... Que Meta a voulu racheter. Il n'a pas pu. Il s'est dit, tiens, je vais racheter l'un des cofondateurs. Voilà. Je vais me payer donc ce Andrew Tulloch. Et visiblement, il aurait mis 3,5 milliards sur la table. Est-ce que franchement, on parlait de bulles tout à l'heure, mais là, on est dans quelle échelle finalement, Jean ? Alors, Ronaldo peut aller se rhabiller. Ah non, mais Ronaldo, 700 millions. C'est le premier milliardaire sportif. C'est là, mais 700 millions pour aller jouer en Arabie Saoudite. Et là, il est explosé. Mais est-ce qu'on est dans une bulle ? Oui, il n'y a aucun doute, on est dans une bulle. On n'arrête pas de célébrer un gars qui s'appelle Sam Altman, qui perd quand même 500 millions par mois.
excusez-moi du peu, c'est pas mal quand même, et qui nous explique qu'il va faire une intelligence artificielle générale alors qu'il a aucune chance d'y parvenir. Donc oui, on est dans une bulle. On prend des vessies dans les bulles, on prend des vessies pour des lanternes d'habitude, donc c'est ça qu'on fait. Des vessies pour des lanternes. Les vessies pour des lanternes. Non, les vessies sont rarement des lanternes. Super. Et en plus, le financement est partout. D'ailleurs, on le voit, hein, on en parlait, le financement des startups en IA, c'est très impressionnant. Normalement, 50% des entreprises de tech ne sont pas financées, donc à peu près tous les marchés. En IA, c'est 20% des sociétés d'IA qui ne sont pas financées. Donc ça veut dire que n'importe quelle boîte, aussi moche soit-elle, finit par se faire financer, c'est impressionnant. Donc là, des milliards, finalement, il a acheté la personne à la place d'acheter l'entreprise. Peut-être d'ailleurs qu'il gardera plus longtemps la personne après avoir acheté l'individu plutôt que d'avoir acheté l'entreprise où il aurait peut-être pu partir. Ouais. Surtout que c'est un individu. Alors c'est pas c'est quelqu'un, c'est un ingénieur de haut niveau, hein, et qui lui, en gros, il va mettre du liant un peu entre tout ce que fait Meta. Enfin, on pourra revenir sur son profil un peu plus tard. Oui, on reviendra là-dessus. C'est pas un chercheur IA tel que un Yann Lequin, des gens qui sont vraiment dans la. C'est plutôt un meneur de C'est un gars groupe de très haut niveau, et qui sait justement avoir une infrastructure, dire comment on va la déployer à l'échelle. Ce que je trouve fascinant, c'est le côté no limite de Mark Zuckerberg, qui en ce moment investit des milliards et des milliards dans des personnalités, dans les talents. S'il veut des bons communicants, nous sommes prêts. Oui, bien sûr. Même pour 10 fois moins, on y va. Même 100 fois moins. Allez, d'accord, ok. Allez, attention. Hein, d'accord, mais pas plus. Hein. Pas plus. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Claudia. Merci. Claudia Cohen, que vous pouvez voir, lire sur Bloomberg. Lire et un peu voir. Et un peu voir aussi sur la chaîne de télé de Bloomberg. Très bien. Avec plaisir. Claudia, tu reviens quand tu veux. Merci à Jean Schmitt, président et fondateur de Jolt Capital. À bientôt, Jean. À bientôt. Et merci à Fred Simotel. Et demain, on sera là un peu plus tard. Oui, demain, on attaque. Oui, parce que vous le savez, demain, nous devrions. Alors, on connaît le nouveau gouvernement, mais on aura aussi beaucoup d'intérêt à écouter le discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Et effectivement, émission spéciale demain sur BFM Business jusqu'à 20h, ce qui fait qu'on commencera Tech & Co à 20h, l'ancien horaire finalement de Tech & Co, et on ira jusqu'à 21h30. Et on demandera à Léa d'analyser ce que vient de dire notre ami Lecornu. On n'est pas couché. Vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble dans un instant, et on va parler d'IA au service des transports en commun. Et dans une minute, ce sera Julien Thébault pour le Tech Flash. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Encore une fois, merci d'être avec nous, comme chaque soir, Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, en direct donc du lundi au jeudi, 19h30, 21h. Il est temps maintenant de retrouver à 20h35 ce qu'il faut retenir de l'actu tech, c'est le Tech Flash, et c'est ce soir avec Julien Thébault. Bonsoir Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, les Pays-Bas prennent le contrôle de Nexperia. Le gouvernement néerlandais a annoncé ce week-end avoir pris les rênes du fabricant de composants, propriété du groupe chinois Wingtech. Officiellement, l'objectif est de protéger les capacités stratégiques du pays dans les semi-conducteurs. Mais cette décision ravive les tensions avec Pékin qui dénonce une mesure discriminatoire. Pendant ce temps, OpenAI avance sur le terrain du hardware. L'Américain a conclu un accord avec Broadcom pour concevoir son tout premier processeur d'IA interne. Objectif, réduire sa dépendance vis-à-vis de Nvidia. Ce partenariat stratégique doit permettre à la firme de Sam Altman d'optimiser ses coûts et de mieux maîtriser ses infrastructures d'entraînement, alors que la demande en puissance de calcul explose. Du côté des robots humanoïdes maintenant, la start-up américaine Figure a présenté Figure O3, la nouvelle version de son robot humanoïde, plus agile et plus autonome que ses prédécesseurs. L'entreprise veut en faire un véritable assistant domestique capable de réaliser des tâches simples du quotidien, comme du rangement ou la préparation de repas, par exemple. Pas mal. Tiens, on reste aux États-Unis, Julien, avec Amazon qui est sous le feu des critiques. Et oui, de plus en plus d'utilisateurs d'Echo Show, les écrans connectés du géant américain, dénoncent la multiplication des publicités sur leurs appareils. Certaines bannières s'affichent même sur l'écran d'accueil sans possibilité claire de les désactiver. Sur Reddit, les commentaires d'utilisateurs mécontents pleuvent, mais Amazon cherche à promouvoir la version payante d'Alexa Plus, décrite comme plus intelligente. Direction le Japon maintenant, où une décision locale fait beaucoup parler. La ville de Tokyo-Ake, à l'ouest du pays, a décidé de limiter
limiter l'usage des smartphones à 2 heures par jour pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Une mesure inédite, motivée par la hausse de l'addiction numérique. Pourtant, celle-ci reste symbolique puisque la mairie n'a aucun moyen de vérifier ses temps d'écran pour le moment. Et pour finir, rendez-vous juste après l'émission à 21h avec Léa Benaïm. Depuis le JTEX à Dubaï, Frédéric Guilleux, PDG de The Box, est venu parler de l'accompagnement des startups françaises sur le marché émirati. On écoute un court extrait tout de suite. Comment vous préparez des startups pour conquérir le marché émirati? J'imagine que vous ne les préparez pas de la même manière qu'un CES, que Vivatech. CES, on le rappelle, c'est le grand salon qui se déroule chaque année à Las Vegas. Vivatech, c'est à Paris. Comment on les prépare justement à chaque événement? C'est une excellente question parce que justement, entre Vivatech, le CES et le JITEX, c'est des salons très complémentaires. Et on s'aperçoit qu'ici, on est sur un salon positionné plutôt sur du B2B. Là où on sait qu'historiquement le CES c'est le B2C ou le B2B2C. Et donc du coup on va plutôt déjà adresser des startups qui ont une innovation à vendre à des corporates, des partenaires industriels. On lance un appel à manifestation d'intérêt, on a pas mal à chaque fois de demandes au sein du réseau The Box, du club The Box. Et en fait on va plutôt privilégier les startups dont l'innovation sont très rapidement implémentables sur le marché. Oui, et des innovations qui n'ont pas besoin de s'adapter en fonction des pays, qu'on peut plugger en fait dans chaque pays. En tant qu'accélérateur, l'objectif c'est d'accélérer les relations business entre nos startups et le monde économique. Voilà, et retrouver ce Tech & Co spécial avec Léa et ses invités, ce sera écouté dans une vingtaine de minutes depuis Dubaï. Donc, il est temps maintenant d'aller du côté de la rédaction de Tech & Co qui n'est pas à Dubaï, qui était à Paris 15e. C'est pas pareil. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Kesso Diallo est avec nous. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et ce soir, tu vas nous parler du nouveau projet IA d'Elon Musk qui est un peu chelou quand même. Hein. Et oui. Ça s'appelle Macro Hard. C'est un nom assez étrange et pourtant, si tu connais Elon Musk, tu sais qu'il a choisi pour une bonne raison. Parce qu'en fait, l'un des objectifs derrière ce projet, c'est de rivaliser avec Microsoft, d'où en fait le nom qui joue sur l'opposition linguistique entre macro et micro, et soft et hard. Évidemment, il n'y avait que Elon Musk pour penser à ça. Ouais. Mais même si le nom il est ironique, le projet, lui, il est bien réel. Parce qu'en fait, avec Macro Hard, il veut tout simplement révolutionner l'industrie logicielle en automatisant entièrement le développement et la gestion des produits logiciels. Ça veut dire que contrairement à Microsoft, ce ne sont pas les humains qui créeront les logiciels, mais plutôt des agents IA qui travailleront ensemble. C'est quand même un projet qui a l'air complexe, hein, Kesso. Oui, mais évidemment, ce n'est pas ça qui va arrêter Elon Musk, parce que pour lui, vu que les sociétés éditrices de logiciels comme Microsoft, eh bien, elles ne fabriquent pas elles-mêmes des objets physiques, il devrait être possible de les simuler grâce à l'IA. MacroHard, c'est même pour lui plus qu'un simple projet, c'est l'ambition d'avoir à terme une société qui pourra tout faire, à l'exception de produire des objets physiques, comme il l'a expliqué sur son réseau social. Il a même affirmé que son projet il aura un impact profond à une échelle immense. Mais pour le moment, on n'en est qu'au début. On sait juste qu'il repose sur le cluster de superordinateurs Colossus 2 à Memphis et que les recrutements ont déjà commencé. Voilà. Avant de rattraper Microsoft, je pense qu'il a quand même un peu de travail. Mais bon, retenez Macro Hard. Peut-être qu'un jour, on utilisera du matériel et du soft Macro Hard. Peut-être. Merci beaucoup, Kesso. Avec plaisir. Kesso Diallo de la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, on va se projeter un petit peu dans le futur des transports en commun qui seront sans doute biberonnés à l'intelligence artificielle. On en parle avec nos invités. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et on va en parler tout de suite avec nos trois invités. Pierre Gosset est avec nous, directeur industriel de Keolis, expert IA au sein de l'UTPF. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'UTPF? C'est l'Union des transports publics et ferroviaires. Absolument. Donc c'est l'organisation qui rassemble tous les opérateurs de transport public et ferroviaire au sein d'une association qui s'appelle l'UTPF, de manière à pouvoir finalement porter la voix des opérateurs dans la mobilité en France. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du 4 au 6 novembre prochain à Orléans, se trouveront les rencontres nationales du transport public, donc le RNTP, où justement vous imaginez la grande messe, le transport de demain, hein, avec évidemment beaucoup d'intelligence artificielle. Vous allez parler de navettes autonomes, de transport par câble aussi. Alors le transport par câble, j'imagine que c'est le téléphérique, c'est ça? C'est ça, c'est le téléphérique, oui.
Keolis opère beaucoup de modes de transport différents. Nous opérons des métros, des trams, des bus. On l'opère dans 13 pays à travers le monde. Et donc, on a cette spécialité d'être un peu l'opérateur de transport, de mobilité partagée, qui est un peu spécialiste de tous les modes, du vélo jusqu'au téléphérique. Et j'imagine que durant ces rencontres, ces RNTP, donc début novembre, vous allez aussi présenter des startups. C'est ça l'idée ? Effectivement, dans notre job de tous les jours de transport public, on s'associe avec beaucoup de startups technologiques, avec des intégrateurs, des éditeurs de logiciels. Et donc l'idée, c'est un petit peu de montrer à l'ensemble de la profession les dernières avancées que nous développons en collaboration et en partenariat avec un certain nombre de startups. Quelles sont les avancées les plus significatives, à votre avis, depuis ces dernières années ? C'est la data, c'est le fait qu'on puisse informer les usagers plus rapidement. On va avoir 2 exemples dans un instant avec un chatbot, mais aussi un système de comptage, mais qui est beaucoup plus complexe que ça. On va en parler avec nos invités. C'est quoi, à votre avis, les avancées significatives dans ce domaine ? En fait, vous l'avez pointé du doigt. Je dirais que c'est d'abord la donnée. En fait, en tant qu'opérateur de transport public, on a accès à une donnée riche, à une donnée de qualité sur toutes les parties prenantes des transports publics. Finalement, les autorités organisatrices nous demandent de produire une offre de transport avec une certaine qualité de service, avec une certaine performance opérationnelle. Nous avons les données des voyages, évidemment anonymisées, et donc on ne vous suit pas quand vous prenez le tram de Bordeaux opéré par Keolis. Mais vous savez que je l'ai pris. Probablement, on sait qu'il y a eu une validation et que vous êtes monté à un certain endroit. On ne sait pas où vous êtes descendu, et ça, on pourra y revenir. Mais on sait que, on a l'ensemble de ces données-là. On a aussi des données... Vous savez qui c'est, parce que le ticket est de moins en moins anonyme. Le téléphone, les badges NFC, etc., c'est des données précieuses. Oui, bien sûr. Donc, on reviendra sur l'anonymisation des données, puisque ça, c'est effectivement un impératif de nos métiers. Et là-dessus, le Data Act nous impose un certain nombre de règles. Et donc, évidemment, on ne peut pas suivre nominativement les personnes. On suit des voyages. Mais vous m'avez posé la question, finalement, de la vraie révolution. C'est la révolution de la donnée. C'est la révolution, finalement, de l'accès d'une donnée riche que nous utilisons depuis bien longtemps chez Keolis. On l'utilise avec des techniques d'intelligence artificielle qui sont soit assez anciennes, par exemple comme le machine learning ou le deep learning, soit des technologies plus récentes dont on parle beaucoup, l'intelligence artificielle générative, les agents IA, etc. Et donc, il y a pour chaque cas d'usage, on va dire la solution d'IA qui est, on va dire, structurée sur la base des données que nous avons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en grand nombre, nous les opérateurs de transport public, et on s'en sert finalement à améliorer la performance opérationnelle, améliorer la qualité de service, améliorer l'engagement de nos clients, améliorer aussi l'engagement de nos collaborateurs. Donc on voit vraiment que c'est la donnée au centre avec les bons outils de manière à pouvoir porter les bons usages et de manière à pouvoir favoriser l'émergence d'intérêt pour toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. Pierre, parmi toutes les innovations que vous allez évoquer justement durant ces rencontres, il y en a une qui est quand même assez spectaculaire, c'est les navettes autonomes. Oui. Ça décolle vraiment, ça, parce que ça fait des années qu'on en parle. Enfin, durant longtemps, c'était vraiment réservé à des parcours bien précis sur des sites privés. Est-ce que, véritablement, aujourd'hui, la navette autonome arrive dans le transport en commun sur des lignes que les gens utilisent? Donc aujourd'hui, en fait, on a des robots taxis qui fonctionnent aux États-Unis, qui fonctionnent en Chine, demain qui fonctionneront à Singapour. Ça fonctionne correctement, avec un niveau de disponibilité et de fiabilité qui est tout à fait correct. Il y a beaucoup on va dire, proof of concept sur des navettes autonomes qui transportent des passagers. Le bus de 12 mètres ou de 18 mètres à l'intérieur de la ville, complètement autonomisé, est techniquement faisable. Est-ce qu'en termes de retour sur investissement, il est juste demain matin? Mais en tout cas, on sent arriver la maturité de la technologie.
Nous, chez Keolis, ça fait longtemps qu'on travaille sur les véhicules autonomes. Et typiquement, on se concentre actuellement, par exemple, à rendre autonomes des bus dans un dépôt. Et donc, le dépôt, un dépôt de bus, tout seul, voilà, c'est donc ça on commence à travailler et à développer des solutions, notamment en Suède, sur lesquelles finalement les conducteurs lâchent leur bus à un endroit donné du dépôt, et puis le bus va se nettoyer tout seul, va se garer tout seul. Donc c'est en test actuellement, on est en train de travailler sur ces sujets-là, mais ça nous paraît être une bonne première étape de l'autonomisation des transports collectifs, avec des solutions, on va dire, de transport vraiment collectif, avec un nombre de passagers important à l'intérieur des bus. Alors, vous êtes venu avec 2 startups qu'on va découvrir ce soir, qui font avancer justement votre secteur, celui du transport. Alexandre Ribeiro est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Be2Morrow et Sébastien Gomez, directeur stratégie et développement de Alice. Sébastien, peut-être commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Alice, justement, avec un Y ? Oui, alors Alice, en fait, c'est une société dont le métier, c'est de produire de la donnée. Donc, notre boulot, c'est de mesurer la mobilité, comprendre comment les gens se déplacent et produire des données qui permettent ensuite de faire évoluer les systèmes de transport. Alors, c'est au sens large, c'est la route, c'est les modes doux, les modes actifs, mais c'est aussi, évidemment, les transports publics. Donc, on fait des comptages, des enquêtes, et on a intégré dans ce métier-là de l'intelligence artificielle, notamment du traitement automatisé de vidéos. Et ça sert à quoi concrètement après ? Parce que toutes ces données, on en parle avec Pierre, c'est de la donnée, c'est de la data qui remonte. Qu'est-ce que vous en faites ? Je vais prendre un exemple, transport en commun. Il y a quelques années, on comptait les voyageurs montant, descendant dans les trains. Bon, très bien. Soit de manière automatisée, soit de manière ponctuelle pour les trains qui n'étaient pas équipés. Aujourd'hui, on peut compter les vélos, les trottinettes, les valises, donc tout ce qui est plus encombrant. On peut aussi identifier les wagons où montent les PMR, et donc tout ça permet de mieux comprendre comment on utilise le train, et donc ensuite d'adapter peut-être le matériel roulant, peut-être l'infrastructure, pour mieux répondre aux besoins de tout le monde. Et ce sont des caméras là qui sont placées à des endroits stratégiques et qui récupèrent toutes ces données. Exactement. Donc, avec toujours l'anonymisation importante. Exactement. J'imagine. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc nous, on travaille avec une branche de l'IA qui est vraiment le traitement automatisé de vidéos. Et dans ce milieu-là, l'anonymisation, le fait de ne pas collecter de la vidéo, c'est très important. Donc on utilise la vidéo comme simplement une captation d'image, mais on transforme tout de suite ça en données, et ensuite c'est de la donnée anonymisée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Alice n'est pas une jeune start-up, vous avez 25 ans. Exactement, donc on est plutôt une PME innovante. Voilà, une PME innovante, avec un taux de croissance annuel de 22% entre 2021 et 2024, par exemple, 80 collaborateurs. Juste un mot sur la sécurité, parce que quand on parle de caméras et de logiciels, justement, on va dire qui va comptabiliser en fait les usagers, il y a aussi cette notion de sécurité qui est de plus en plus importante. Vous êtes sur ce segment-là aussi, la sécurité ? Alors ça, c'est stratégiquement, c'est ce qui est intéressant, c'est que d'intégrer des outils nouveaux, ça permet d'ouvrir des portes aussi. Donc le sujet sécurité, c'est un domaine sur lequel on n'est pas. Le métier d'Alice, c'est de mesurer la mobilité. Oui. Donc on n'est pas là. Vous êtes plus un compteur hyper sophistiqué, on va dire. C'est ça, un compteur sophistiqué. On nourrit ensuite des gens qui se posent des questions sur comment adapter le système de transport à partir de ces données-là. C'est vraiment ça notre métier, notre cœur de métier. Mais c'est vrai que c'est des technologies qui sont aussi utilisées pour la sécurité, détecter par exemple les bagages abandonnés dans les transports en commun. Mais l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo, elle sert à bien d'autres usages encore plus sécuritaires. C'est pas notre métier. Vous allez quand même aussi aider les forces de l'ordre à nous mettre un peu plus de PV, d'après ce que j'ai compris, non ? Non, a priori non. Non, mais parce vraiment... que je lis que vous remontez des alertes en temps réel des véhicules qui dépassent la durée de stationnement. Exactement. Ah, bon, voilà. Exactement, on fait ça pour la ville de Saint-Médard. Il en faut, qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est pas à but de mettre des PV. C'est justement la ville, elle a voulu mettre en place ce système pour pouvoir justement évaluer les pratiques sur certains sites de stationnement et encourager notamment les commerçants à éviter d'utiliser les places, parce qu'ils ont mis en place un système de zone bleue. Oui. Le but était d'augmenter la rotation. La ventilation des places, en fait. Exactement. Et en fait, ils se sont rendus compte que les commerçants qui souhaitaient ce système étaient les premiers à rester stationnés. Donc voilà. Après, c'est de la pédagogie et c'est utilisé comme ça. Nous, on n'est pas du tout raccordés à des systèmes de contrôle-sanction, mais ces technos, elles servent aussi à ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Sébastien, directeur stratégie et développement de Alice. Alexandre Ribeiro, vous êtes le PDG, je le disais, de Be2Morrow. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites ? Parce que, alors, on parlait tout à l'heure de chatbot, je crois IA.
c'est votre domaine. Alors, c'est notre domaine. B2Moro, on est une agence de services numériques. Donc, nous, on crée et on améliore des services, des produits digitaux avec des clients. Et notre particularité, justement, c'est d'un côté de s'assurer de la fiabilité, de la sécurité du système avec les données, avec les systèmes complexes dont on parlait, très riches aujourd'hui, et de focaliser en même temps sur l'expérience utilisateur, sur l'adoption, sur le fait que ce soit inclusif, que ce soit fluide. Donc c'est ce qu'on faisait beaucoup avec les applications mobiles jusqu'ici, et qu'on commence à faire avec de l'intelligence conversationnelle. Donc c'est le chatbot dont vous parliez, c'est Ali, qu'on va présenter au salon du RNTP en avant-première. Donc c'est une intelligence conversationnelle qui vous donne accès à tous les services, à toute la richesse de services et d'informations en temps réel d'une métropole pour utiliser les transports publics, pour aussi simplement qu'une conversation. Expliquez-nous. Donc je suis chez moi, enfin je suis avec mon téléphone, je vais aller de l'autre côté de Paris, je ne sais pas du tout comment je vais y aller, la voiture, les transports en commun, le métro, le tram, le bus, etc. Donc je parle à Ali comme si moi je vous parlais, en lui disant voilà, je vais aller gare de Lyon d'ici, c'est quoi le plus rapide et le plus pratique ? Par exemple, donc vous pouvez lui demander ça, vous pouvez lui dire je veux aller en centre-ville, jusqu'à quelle heure je peux revenir à cet arrêt. Donc avec votre mobile, c'est un bon moyen. Ça va être disponible dans les applications mobiles, dans des widgets qui vont être accessibles directement sur le mobile. Et Google Maps ne fait pas tout ça déjà ? Alors Google Maps, vous ne lui parlez pas de cette manière-là aujourd'hui ? Non. Ce n'est pas aussi inclusif. L'idée, c'est de pouvoir aller plus loin que les applications mobiles. C'est même à la borne de transport, à l'arrêt de bus, vous allez pouvoir appuyer et poser une question et dire est-ce que je peux aller à la gare directement depuis ici ? Ça sera aussi dans du mobilier urbain, c'est ça ? On peut imaginer des... Le but, c'est de multiplier les canaux, c'est d'être plus inclusif, de pouvoir s'ouvrir à plus de publics. Y compris ceux qui n'utilisent pas aujourd'hui tout le numérique et tout ce qui est offert par le numérique. Donc ça pourrait être utile à la fois dans le mobilier urbain et puis aussi à travers d'autres intelligences artificielles aujourd'hui, puisqu'elles sont de plus en plus connectées les unes aux autres. Donc c'est de multiplier les canaux, même à travers WhatsApp. Aujourd'hui, donc là, comme on est en avant-première, on prévoit de sortir sur 3 villes cette année et une trentaine l'année prochaine. Donc on espère sortir à Bordeaux, à Tours, peut-être à Besançon très vite. Et après, les canaux sur lesquels on va déjà être disponible... Paris, c'est plus compliqué. Pareil, pour l'instant, on n'est pas encore en train de le déployer, mais je pense que ça aurait beaucoup de valeur pour le tourisme. Pour les touristes notamment, c'est vrai. Quand on n'est pas dans notre contexte, en fait. Et parce qu'en plus, avec l'IA, on peut parler n'importe quelle langue, ça comprendrait sans aucun problème. Exactement, ouais. Vous y croyez à ce type d'outil, Pierre ? Non seulement j'y crois, mais les 3 villes qu'Alexandre a citées sont des réseaux opérés par Keolis. Donc oui, on y croit, oui. Et c'est aussi une demande de nos autorités organisatrices de mobilité, c'est une demande de nos voyageurs. On parle d'hyper-personnalisation de ce type d'application. Et donc, quelque part, on a besoin d'apporter ce type de service avec une facilité d'usage. Donc voilà, ce que nous apporte B2Moro, c'est aussi cette expertise de gérer une donnée très complexe, mais finalement d'avoir un UX pour les utilisateurs qui soit simple d'usage et qui soit efficace. Voilà quelques-unes des innovations. Il y en aura beaucoup d'autres donc durant ces RNTP. Absolument. Voilà, ce sera à Orléans. Début novembre à Orléans. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas y aller. Hein. C'est un rendez-vous qui est, à mon avis, dédié aux professionnels. Mais c'est intéressant parce que c'est avec ce type de rendez-vous qu'on fait avancer en fait, bien voilà, le secteur des transports en commun. Merci beaucoup à tous les 3 d'être passés par le plateau de Tech & Co. Pierre Gosset, donc directeur industriel de Keolis, Experia au sein de l'UTPF. Merci beaucoup. Merci aussi Alexandre Ribeiro, donc PDG de B2Moro, et Sébastien Gomez, directeur stratégie et développement de Alice. Merci beaucoup. Voilà, ce Tech & Co est terminé, il est 20h55. Vous restez avec nous si vous aimez la tech, puisque dans un instant vous retrouverez un Tech & Co spécial réalisé depuis Dubaï avec Léa Benaïm qui est sur place. Elle a fait une petite sélection de startups justement françaises qui ont fait le déplacement au GITEX, qui est un grand salon dédié à la tech qui se déroule donc actuellement à Dubaï. Et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, bien sûr. Attention, demain horaire exceptionnel, 20h Tech & Co la quotidienne. À demain avec plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.